Espagne, donc Sylvie Marie-Juliette, je suis Léa Mariton, en postdoc à Tinafort depuis janvier, donc c'est récent, avec Luc et Fabien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux que j'ai effectués plutôt pendant ma thèse sur l'impact de la pollution lumineuse sur les chauves-souris en particulier et comment on peut les prendre en compte dans les mesures de conservation. Une thèse qui a été effectuée à la Sorbonne au Muséum d'histoire naturelle avec Isabelle Lebiol et Christian Kerberiou, ainsi que Brigitte Zandbach. J'aime bien quand je commence à parler de ça, revenir sur des choses hyper basiques que j'espère que vous maîtrisez vraiment tous. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, vous l'avez. Et ça induit des changements environnementaux très forts sur des cycles de 24 heures auxquels les organismes ont dû s'adapter très tôt dans l'évolution. Et en particulier, un très grand nombre d'entre eux ont développé ce qu'on appelle une horloge circadienne, une horloge interne, qui va gouverner les moments où on va sécréter certaines hormones, les variations de notre température corporelle au cours de la journée, ou encore les comportements. Est-ce qu'on va avoir envie de dormir? Ça devrait être le cas un petit peu en ce moment. Est-ce qu'on a envie de manger, etc. Le problème de cette horloge, c'est qu'elle n'est pas très précise. Elle a besoin de stimuli extérieurs pour bien se synchroniser avec l'environnement. Et le stimuli principal utilisé pour ce faire, c'est l'alternance jour-nuit, les cycles de lumière au cours des journées. Encore une fois, vous maîtrisez, la Terre tourne autour de soleil en 365 jours environ. De même, à nos latitudes, ça implique du coup des conditions environnementales qui varient au cours de l'année, c'est les saisons. Et pour pouvoir, si les organismes vont bien pouvoir survivre à ça, ils ont besoin de développer une physiologie, des comportements particuliers. Et pour ce faire, il faut qu'ils puissent détecter si on est en train de changer de saison, on va pouvoir l'anticiper. Et donc, on a beaucoup d'organismes qui ont développé ce qu'on appelle un timer photopériodique saisonnier. Simplement, ils utilisent les variations de la longueur du jour pour pouvoir à la fois détecter qu'on change de saison et l'anticiper, par exemple stocker du gras en prévision d'hibernation. La lumière, elle est aussi impliquée dans d'autres cycles, comme le cycle lunaire, qui sert à certains organismes à synchroniser leur reproduction, par exemple. Elle est à la base même quand même du fonctionnement de nos écosystèmes, puisque la photosynthèse repose sur elle, il ne faut pas l'oublier. Elle sert à certains organismes à se diriger dans l'espace, il y a la lumière de la Lune, du ciel, des étoiles, etc. Et puis à certains organismes aussi, à simplement se signaler, à communiquer. L'exemple qu'on a souvent en tête, c'est celui des vers luisants. Et c'est quelque chose, en fait, finalement, ce cycle lumière, c'est le niveau de lumière qui restait extrêmement stable au cours des ères géologiques. Et en fait, c'est que depuis une centaine d'années qu'on a une explosion des éclairages artificiels nocturnes en lien avec l'expansion urbaine, l'avènement de l'électricité. Et ça, c'est venu, du coup, en seulement une centaine d'années, perturber profondément les paysages nocturnes à travers le monde. Alors, ces lumières, c'est les phares de nos voitures, les encarts publicitaires, l'éclairage des bâtiments publics, des bâtiments, l'éclairage public. Et tout ça, ça génère donc une pollution lumineuse qui, aujourd'hui, on estime, est prégnante sur toute la surface du globe. On a 83% de la population mondiale qui vit sous des ciels empreints de pollution lumineuse, 99% des Européens. Là, vous voyez, en France, on n'a pas beaucoup de zones exemptes de pollution lumineuse. C'est une pollution, malheureusement, qui ne cesse de croître. On a estimé qu'entre 2011 et 2022, le ciel s'éclaircissait de plus de 10% par an. C'est énorme. Et c'est en premier lieu donc un enjeu énergétique, puisque 16,5% de la consommation, de la production mondiale annuelle d'électricité est allouée à ces éclairages. Et ça représente 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et comme vous pouvez vous en douter avec ma précédente slide, depuis une vingtaine d'années, on a aussi une explosion d'articles scientifiques qui viennent documenter les effets négatifs de cette pollution sur la biodiversité, tant nocturne que diurne. Alors, si on essaie de synthétiser un peu rapidement les effets de cette pollution lumineuse sur la biodiversité, on peut commencer par dire qu'il y a des impacts sur la distribution spatiale des espèces. Il y a des phénomènes d'attraction, ça vous l'avez déjà tous observé, je pense. On allume une lumière la nuit, les insectes viennent s'y agréger. Et en retour, ça va pouvoir attirer des prédateurs qui s'en nourrissent, comme certaines espèces de chauves-souris. Un exemple aussi qui est assez connu, notamment aux États-Unis, c'est l'exemple des oiseaux qui migrent la nuit et qui vont se retrouver piégés par les lumières des buildings des grandes villes. On a également des phénomènes de répulsion, ça a été montré pour beaucoup de taxa, certaines espèces de chauves-souris, des insectes, des micro-mammifères, etc., qui, eux, vont éviter la lumière à tout prix. Et si, par exemple, on se retrouve avec une rue bordée de luminaires, ce qui est très courant, ça va pouvoir malheureusement constituer une barrière infranchissable pour certaines espèces, c'est ce qu'on appelle un effet barrière, qui fait qu'elle ne va plus pouvoir traverser cette zone, et ça va diminuer donc la connectivité du paysage, l'habilité de cette espèce à naviguer dans le paysage. On a des phénomènes de désorientation, c'est ce qui pourrait expliquer justement ces attractions bizarres des insectes à la lumière, des oiseaux. Ça peut permettre, à
à certains organismes de s'orienter la nuit, des organismes diurnes qui d'habitude utilisent leur vue pour chasser par exemple, et qui tout d'un coup se retrouvent dans des conditions lumineuses OK pour eux. On a des impacts également sur la distribution temporelle des espèces. Donc, en premier lieu, vous pouviez vous en douter sur cette fameuse horloge circadienne. On en parle notamment beaucoup en ce moment pour la mélatonine, la sécrétion de la mélatonine qui est perturbée chez nous à cause de nos écrans bleus. Des perturbations des rythmes d'activité en tant que telles. Par exemple, si vous vous promenez tard la nuit ou tôt le matin, selon votre version des faits, dans une zone éclairée, vous pouvez entendre des rouges-gorges chanter très tôt le matin, alors que vous n'entendrez pas ça dans une zone sombre. Et puis, des perturbations de la phénologie, donc du rythme d'activité, cette fois à l'échelle de l'année, avec pareil les oiseaux qui vont se mettre à chanter plus tôt au printemps en contexte éclairé, des arbres qui vont débourrer plus tôt. Et donc, au vu de tous ces impacts, on peut se douter que, in fine, ça impacte les communautés. On va se retrouver avec des nouvelles interactions de prédation, de compétition, et puis même, ça va aller jusqu'à impacter les fonctions des écosystèmes. Et donc, la première question qu'on peut se poser quand on voit tout ça, à quel point c'est une perturbation forte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour la diminuer? Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on arrive finalement à la fin de vie de nos technologies d'éclairage conventionnelles, qui étaient beaucoup des lampes à sodium. Elles arrivent en fin de vie parce qu'elles sont vieilles, tout simplement, et puis parce qu'elles demandent aussi beaucoup d'énergie pour produire de la lumière. Et donc, elles sont très rapidement remplacées par des diodes électroluminescentes, qu'on appelle les LED, qui donc, sont assez souples et qui permettent de produire de la lumière avec beaucoup moins d'énergie. Et on peut se dire, finalement, c'est super si on est à cette espèce de carrefour. C'est peut-être le moment de repenser aussi la manière dont on éclaire pour mieux préserver la biodiversité. Alors, comment on peut faire? La première chose et la plus triviale, c'est éviter d'éclairer. Donc, de nouvelles zones, voire enlever des luminaires. Ça paraît super trivial, mais ça n'est pas tant que ça. Parce que ce qu'on observe, c'est ce que les économistes appellent un effet rebond. Comme les LED demandent moins d'énergie pour produire de la lumière, ça demande moins d'argent. Et au lieu de se dire, chouette, on va utiliser cet argent pour autre chose, on se dit, chouette, on va installer plus de lumière et plus fort. Et c'est observé. Donc, on évite. Autre mesure, donc ça, c'est une mesure très spatiale. On a aussi une mesure qui s'attache plus à la dimension temporelle, qui a notamment beaucoup fait parler en contexte de municipal, qui est l'extinction partielle. On essaye d'éviter d'éclairer en cœur de nuit, quand on n'a plus besoin de lumière. Et ça, moi, ça m'a particulièrement intéressée, parce que je trouvais que cette dimension temporelle, on la retrouvait rarement dans les mesures de conservation. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir comment on peut faire pour inclure ces fameux rythmes d'activité, à la fois dans le design de ces mesures de conservation et dans leur évaluation. Donc, ça a été un premier axe de dire, est-ce que, en plus de prendre en compte les besoins des humains en obscurité, en lumière, on pourrait peut-être aussi prendre en compte les besoins de la biodiversité en obscurité, et si oui, comment? Et puis ensuite, plus sur l'évaluation, finalement, si on met en place des mesures de conservation, il faudrait savoir si en plus ça modifie le rythme d'activité, la lumière modifie le rythme d'activité des chauves-souris, et si les mesures qu'on met en place permettent aussi de réduire cet effet. Dernière chose, là et quand on ne peut pas se passer d'éclairer, on a quand même des leviers techniques. Alors, les principaux, c'est les suivants, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même essayer d'éclairer que les zones qu'on a envie d'éclairer, éviter ces luminaires boules qui émettent de la lumière dans toutes les directions, utiliser l'intensité minimale pour nos usages. Et ces deux choses-là, elles sont importantes pour réduire les niveaux de lumière à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle du paysage, parce que la pollution lumineuse, c'est une pollution diffuse. Elle va s'étendre même très loin des centres urbains où elle est émise pour atteindre des zones qui sont plus ou moins exemptes d'autres pressions anthropiques. Et ce qu'on appelle le sky glow, le halo lumineux, que vous pouvez voir si vous éloignez d'une ville la nuit, on dirait qu'elle est dans une boule de Noël de lumière. Et dernier critère qui est un petit peu plus difficile, un peu plus critique, c'est de travailler sur la température de couleur, donc la sensation de couleur qu'on a quand on regarde les lumières. Notamment nos anciennes lampes, les lampes à sodium, vous ne le voyez peut-être pas très bien de là où vous êtes, elles avaient notamment une couleur très orangée, vous voyez ça encore dans les vieux villages, et c'est parce qu'elles avaient en fait elles avaient un seul pic d'émission dans le orange. Alors, un seul pic d'émission, c'est moins susceptible de perturber beaucoup de fonctions biologiques, et puis l'orange est souvent moins perturbant pour la biodiversité. À l'inverse, les LED qu'on installe beaucoup aujourd'hui, on aime bien les faire bleues, blanches, ça demande moins d'énergie, et en plus, c'est une lumière qui nous rassure, ça nous rappelle la lumière du soleil. Mais le problème, c'est que pour ce faire, on fait des spectres d'émission très très larges, avec un fort pic dans le bleu ultraviolet, donc ça peut perturber beaucoup de fonctions biologiques, et bleu ultraviolet, c'est une des longueurs d'onde les plus perturbantes pour la biodiversité.
Donc, essayer de travailler sur ces températures de couleur pour essayer de revenir vers du orangé, même si ça ne fait pas hyper moderne. Et donc, c'est un troisième axe, mais que je ne vais pas développer aujourd'hui, qui était de voir comment ce passage au LED pouvait être une menace ou un avantage pour la biodiversité. On pourra en reparler si vous rêvez de parler des LED. En termes de matériel et méthode, rapidement, je vais vous mettre plein de slides pour vous expliquer combien les chauves-souris est incroyable, mais je n'ai pas le temps. Je vais faire vite. On est sur des animaux qui ont une très longue durée de vie. On a des espèces de chauves-souris qui, malgré leur taille infime en France, peuvent vivre jusqu'à une trentaine d'années. C'est assez fascinant. Elles sont toutes insectivores chez nous, donc plutôt haut placées dans les niveaux trophiques. Et de fait, s'il est suggéré qu'elles peuvent, leur tendance de population peuvent refléter celle de niveaux trophiques inférieurs, des insectes dont elles se nourrissent. Et plus globalement, il est quand même de plus en plus reconnu que ce sont des bons indicateurs des effets des pressions anthropiques sur la biodiversité. Et là, c'est d'autant plus pertinent qu'on est sur des espèces nocturnes, donc potentiellement directement impactées par la lumière. C'est des espèces qui ont des enjeux de conservation. On a 36 espèces de chauves-souris en France. Elles sont toutes protégées. Et on sait en fait depuis les années 90, c'est quand même depuis un bout de temps, qu'elles sont perturbées par ces lumières. À l'échelle d'un luminaire, comme je dis, les insectes sont attirés. Ça va attirer en retour certaines espèces de chauves-souris qui vont s'en nourrir, notamment des espèces de chauves-souris qui chassent en milieu ouvert, comme les noctules, en milieu de lisière, comme les pipistrelles. Et à l'inverse, d'autres espèces qui chassent plutôt dans les sous-bois, des milieux fermés, comme les rhinolophes, les oreillards, qui eux vont éviter à tout prix cette lumière. Alors on pense que c'est parce qu'ils ont un vol qui est généralement considéré comme plus lent que les autres espèces, plus bas, et donc potentiellement moins à même d'éviter la prédation. Donc finalement, la réaction des chauves-souris à la pollution lumineuse, ce sera une espèce d'équilibre entre potentialité nutritive accrue, c'est chouette, mais aussi potentiel risque de prédation en plus, réel ou perçu, moins chouette. Et ce qui est intéressant, mais un petit peu triste, néanmoins, c'est que depuis 2015, on a de plus en plus d'articles qui viennent documenter que si on s'éloigne de l'échelle de notre luminaire pour aller à l'échelle d'un paysage, on constate que plus un paysage est pollué par la lumière, moins on trouve de chauves-souris. Et ça, y compris pour les espèces qui localement semblaient bénéficier de la lumière. Alors, on peut avoir plein d'explications pour cette espèce de paradoxe à des échelles différentes. Le principal, c'est de dire que finalement, nos insectes, ils tournent vers épuisement et mort autour des luminaires, s'ils ne sont pas déjà surprédatés avant. Et ça induit des décroissances des populations d'insectes. Et si on a moins d'insectes, totalement, on aura moins de chauves-souris. Que nos chauves-souris, j'en parlais, de cet équilibre, quand elles se déplacent, elles ont moins besoin de chercher, par définition, si elles se déplacent, elles ne cherchent pas forcément à manger. Donc là, elles vont éviter toute la lumière à tout prix. Ça a été montré pour des pipistrelles, par exemple. Donc cet enjeu de connectivité du paysage, ça se trouve, elles vont se retrouver à cause de la lumière coupées de sites de chasse qui leur sont particulièrement bénéfiques ou devoir faire des trajets plus longs. Et ça peut les impacter négativement. Et puis, dernier aspect, moins connu, moins étudié, c'est que potentiellement, les chauves-souris aussi pourraient souffrir de modifications de leur rythme d'activité en lien avec cette pollution lumineuse. Et donc, par exemple, être désynchronisées avec le rythme d'activité de leur proie, avec des conséquences sur leur survie, leur reproduction, etc. Donc, évidemment, moi, c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse. Dernier aspect intéressant sur pourquoi les chauves-souris sont super comme modèle d'étude, c'est de dire qu'on peut les suivre automatiquement. Chez nous, les chauves-souris, elles sont toutes insectivores, elles ont toutes des très bons yeux, mais elles utilisent quand même majoritairement l'écholocation pour se diriger. C'est-à-dire qu'elles émettent des sons qui, quand elles leur reviennent, leur permettent de se faire une image mentale des obstacles, des proies qu'elles rencontrent dans le paysage. Ces cris d'écholocation, nous, on ne peut pas les entendre, ce sont des ultrasons pour la plupart, mais on peut les enregistrer. Et même, ils sont assez caractéristiques des différentes espèces, donc on peut savoir quelles espèces sont en présence. Et avec les développements technologiques de ces dernières années, on a maintenant des enregistreurs acoustiques passifs qui permettent finalement d'enregistrer des semaines, des mois durant sur le terrain, ce qu'on ne peut plus analyser manuellement à la fin, mais ça tombe bien, on a l'essor de l'intelligence artificielle et plein de logiciels de reconnaissance automatique qui commencent à se développer, voire même qui sont déjà bien implantés. Et c'est pour ça que mes collègues du muséum, en 2006, se sont dit qu'on pourrait utiliser ces potentialités de suivi pour créer un programme de sciences participatives qu'ils ont appelé Vigikiro, pour étudier les tendances de population des chauves-souris en France. Et moi, quand je suis arrivée dans l'équipe, la question que je me suis posée, c'est on a plein de données, est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas s'en servir pour étudier d'autres choses? Et évidemment, dans mon cas, mes questions de recherche. Et la réponse, pour moi, elle était plutôt oui, parce qu'on a notamment un protocole, le protocole Point Fixe, lancé en 2014,
qui encourage des observateurs volontaires à poser des détecteurs d'ultrasons sur des sites de chasse potentiels pendant au moins une nuit complète. Ils versent les données qui sont récoltées sur la plateforme Vigipiro, où elles sont analysées par le logiciel de reconnaissance automatique Tadarida. Donc on a quelque chose de très standardisé. Et fin 2021, sachant que la participation est exponentielle depuis, eh bien, on avait déjà 16 000 sites suivis à travers la France pour près de 50 000 nuits complètes de suivi. Et de fait, comme on avait énormément de sites, ça permettait aussi d'avoir une bonne représentativité des conditions écologiques qu'on pouvait trouver en France. Donc super, j'avais un jeu de données formidable pour répondre à mes questions. Alors la première, les rythmes d'activité doivent-ils être pris en compte dans les mesures de conservation, notamment au regard de la problématique de pollution lumineuse? Et si oui, comment on peut faire? La première chose à faire pour répondre à cette question, c'était déjà de regarder ce qui se savait dans la littérature, pas refaire ce qui était déjà fait. Et malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup de choses sur le rythme d'activité de nos chauves-souris. On a trouvé surtout que leur activité devait être plutôt parallèle aux heures de coucher et de lever de soleil, sans surprise, et ressemblant plutôt à ce qu'on qualifie de bimodal, avec un pic en début de nuit et un plus modéré en fin de nuit. Et c'est un peu surprenant de ne pas avoir trouvé tant d'études sur cette question-là, puisque finalement, quand même, ces rythmes d'activité déterminent les conditions abiotiques dans lesquelles les chauves-souris vont évoluer, et puis biotiques, donc les prédateurs, proies, compétiteurs qu'elles vont pouvoir croiser. Le bilan, c'était donc qu'on avait des connaissances dispersées. Il y a plein de gens qui connaissent les rythmes d'activité, mais simplement, ce n'était pas forcément accessible. Que les études qu'on trouvait, on se concentrait plutôt sur une seule espèce, surtout à l'émergence, et elles étaient très localisées. Alors que nous, notre objectif, c'était d'avoir un truc plutôt général, synthétique, qui puisse être utilisé pour les mesures de conservation. Donc, comment aboutir à ça? Une solution, c'est simplement de faire une revue de littérature. Le problème des revues de littérature, c'est que ça ne permet pas forcément de combler les manques. Il y avait une autre solution proposée par Newson et al. En 2015, qui était de dire on a ces super problèmes de sciences participatives, pourquoi on ne s'en servirait pas justement pour élucider un peu ces questions d'écologie qu'on n'a pas encore élucidées. Donc, évidemment, c'est cette solution-là que j'ai choisie. Avec cet objectif, fournir des connaissances synthétiques et générales sur les rythmes d'activité, et des sous-questions, voir si on pouvait regrouper des espèces sur la base de leur rythme d'activité, et voir s'ils variaient au cours de l'année. Donc, les résultats les plus intéressants, c'était sur cette première sous-question, ce que je vous présentais là. Pour ce faire, donc, on a utilisé les données Vigipiro, près de 10 000 nuits du jeu de données. Première question qu'on s'est posée, c'est finalement comment on exprime l'heure pour une chauve-souris. 21 heures, ça ne veut rien dire pour elle, d'autant plus à nos latitudes où les heures de coucher et de lever de soleil varient. On s'est dit, on va faire un pourcentage de l'année écoulée, 0% le soleil se couche, 100% le soleil se lève, et ça, au moins, ce sera invariant au cours de l'année. Et ensuite, tout simplement, on s'est dit, on va dessiner la distribution de l'activité au cours de la nuit. Donc, on a fait des densités, c'est pas des stats, c'est même pas des stats en fait. Et puis, on s'est dit, on va aussi essayer de voir si on peut dégager les descripteurs clés d'activité, l'heure du premier contact, l'heure du contact médian au cours de la nuit, l'heure du premier pic, etc. Et là, on a fait des moyennes. Encore une fois, pas très compliqué. En fait, la principale difficulté, c'était la structuration de notre jeu de données. On avait plein de sites suivis à travers la France. Des fois, des sites avec une activité anormalement élevée, donc il n'y a pas non plus qui drague complètement l'analyse. Donc, on a dit que chacun de nos sites aurait un poids à peu près similaire dans l'analyse, légèrement modulé par l'activité moyenne sur le site. Parce qu'on s'attend quand même à ce que l'activité soit mieux décrite quand on a 100 contacts de l'espèce que 3 contacts de l'espèce. On a simplement mis un poids avec un log, pour ceux qui sont fans des maths. Même principe, les sites sont souvent suivis plusieurs nuits. Donc, chaque nuit a un poids à peu près identique, légèrement modulé par la quantité d'activité. Et au sein d'une nuit, chaque contact a le même temps. Ensuite, on a utilisé une méthode de clustering que je ne vous décrirai pas parce qu'on serait incapable de toute façon, pour voir si des groupes se dégageaient sur la base de ces descripteurs clés. Et on a trouvé 3 groupes de chauves-souris sur la base de leur activité. D'un côté du gradient, vous avez la pipistrelle commune et d'autres espèces évidemment, où on voit qu'elles ont une activité bimodale comme prédite. Non, il ne faut pas que je bouge. Qu'elles ont une activité bimodale comme prédite, avec un fort pic en début de nuit, un plus modéré en fin de nuit, et surtout une activité qui commence assez tôt le soir et qui termine assez tard le matin. Donc, elles peuvent être actives au crépuscule. De l'autre côté du gradient, là par exemple, j'ai mis l'exemple du neurone latéral. On voit une activité qui est beaucoup plus stable au cours de la nuit. Elles peuvent quand même présenter des petits pics d'activité, ces espaces-là, que j'ai qualifiés de cœur de nuit. Mais ce qu'on voit, c'est que globalement, elles sont actives vraiment quand il fait nuit noire, donc tard le soir, et elles arrivent tôt le matin. Et entre les deux, on avait le groupe que j'ai qualifié d'intermédiaire, où j'ai mis notamment la sérotine commune,
qui avait des activités similaires, enfin, visuellement similaires à celles un peu du premier groupe, avec un ou deux pics, mais un petit peu plus tardives le soir et un petit peu plus précoces à s'arrêter le matin. Et c'était super intéressant parce qu'il y avait un sens écologique assez simple à dégager de tout ça. C'est que dans nos espèces crépusculaires et intermédiaires, on avait ces fameuses espèces plutôt de milieu ouvert, de milieu lisière, qui peuvent tolérer un peu de lumière, donc qui peuvent être actives au crépuscule. Et ça tombe bien parce qu'elles ont des régimes alimentaires, par exemple, assez spécialisés sur des diptères ou sur des coléoptères. Donc, elles ne peuvent sans doute pas se permettre de rater le pic d'activité de leur proie. À l'inverse, les espèces de cœur de nuit, c'était surtout des espèces de milieu fermé, qui, comme je vous l'ai dit au départ, craignent la lumière. Et ça tombe bien parce qu'on avait surtout dedans des espèces qui soit se spécialisaient dans des papillons de nuit actifs plutôt en cœur de nuit, soit avec des régimes diversifiés, leur permettant finalement d'être actives au moment où elles ont envie d'être actives et pas être tributaires d'un seul rythme d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire pour les mesures de conservation? C'était quand même l'objectif. Quand j'ai fait ma thèse, malheureusement, il y a la guerre en Ukraine qui a commencé. Et donc, fin 2022, début 2023, on a vu émerger plein d'articles dans les journaux de communes qui disaient « c'est la crise énergétique, on va se mettre à faire de l'extinction partielle quand on n'a plus besoin de lumière pour économiser de l'argent ». Et en plus, dans ces articles, on trouvait parfois des petits encarts comme cela, en disant « mais ce sera super chouette, parce qu'en plus, ça va être bénéfique pour la biodiversité ». La question qu'on peut se poser, c'est si on ne prend pas en compte leurs besoins à eux, est-ce que vraiment ça peut être bénéfique en faisant un peu au hasard comme ça? Dans le cas des chauves-souris, à l'époque et toujours maintenant, il y avait peu d'articles qui évaluaient si cette extinction partielle pouvait être efficace. À l'époque, j'en avais 3, un qui ne s'intéressait même pas vraiment directement à ça, et 2 qui disaient, facilement, avec les horaires qu'on fait aujourd'hui et sans prendre les activités en compte, ça n'a pas l'air de super bien marcher. Ça tombe bien. Là, j'ai des rythmes d'activité qui ont été tracés, qu'on peut appliquer. Donc, on pourrait dire, par exemple, qu'on veut préserver au moins les espèces de cœur de nuit de cette pollution lumineuse. Ou alors imaginer des enjeux locaux. Alors là, c'est un enjeu complètement fictif. J'ai fait ma thèse à Concarneau, donc j'ai pris l'exemple de Concarneau et j'ai imaginé qu'il y avait une colonie de petits rhinolophes, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, les petits rhinolophes, on avait cette activité-là, donc une espèce de cœur de nuit, mais quand même avec des pics un petit peu marqués. Et j'ai calculé les horaires d'extinction tels qu'ils étaient pratiqués, de 1h à 6h du matin. Donc on voit qu'à 6h, ça ne paraît pas impactant de rallumer. Par contre, éteindre à 1h, c'est laisser sous pression lumineuse une bonne proportion de l'activité de l'espèce. Et donc, on peut calculer à quelle heure il faudrait éteindre pour mieux préserver. Là, ce serait 22h30, avec tous les problèmes de conflit d'usage avec nous. Mais voilà. Et on a essayé, donc là, c'est un travail parallèle que j'ai effectué depuis ma thèse avec des collaborateurs, de voir si en effet, avancer permettait de bien corriger ces effets de la pollution lumineuse. On a étudié ça sur l'île de la Réunion, sur le petit molosse. On a bien montré que quand on éteignait 2 heures plus tôt que ce qu'on faisait, ça marchait pour réduire les effets sur cette espèce. Alors ensuite, c'est cette question de est-ce que la lumière modifie la rythme d'activité? Et si oui, ça veut dire que quand on évalue la pertinence des mesures de conservation pour réduire les effets de la pollution lumineuse sur les chauves-souris, il faut aussi évaluer si ça corrige les modifications des rythmes d'activité. Donc la première question que je me suis posée finalement, c'est la pollution lumineuse affecte-t-elle les rythmes d'activité des chauves-souris? Là, je vous ai remis le graphe du départ avec cette hypothèse que les modifications des rythmes d'activité pourraient expliquer cette décroissance d'abondance. Et j'ai regardé donc s'il y avait des articles sur le sujet. Et encore une fois, j'en ai trouvé très très peu. Presque tous conduits à l'émergence et pas sur les terrains de chasse. Sur des espèces qui craignent beaucoup la lumière, j'ai trouvé qu'un article sur des espèces qui chassent en milieu de lisière, 0 sur le milieu ouvert. Et à chaque fois, donc notamment celle-là, était très localisée comme étude. Et il y a une question en plus que je me suis posée, c'est que je vous ai parlé de ce fameux skylo qui va atteindre des zones même très loin des centres-villes et pouvoir entretenir des niveaux de lumière, même à faible intensité, mais quand même des niveaux de lumière loin des centres urbains. Je me suis dit, est-ce que même ce skylo peut impacter les rythmes d'activité? Donc tout ça, j'ai mis dans une question très longue, qui est de dire d'évaluer si la pollution lumineuse, même à faible intensité, peut affecter l'abondance et les rythmes d'activité des espèces de chauves-souris en milieu ouvert sur un site de chasse à l'échelle du paysage. C'est très très précis. Donc évidemment, là je vais plutôt vous parler des rythmes d'activité. On s'est intéressé à une espèce qui est la sérotine commune, espèce commune en France, qui chasse en milieu ouvert. On sait pouvoir chasser près des luminaires, mais aussi dont l'abondance est plus faible en paysage pollué par la lumière, et dont les tendances de population semblent décroître en France. On a trouvé ce résultat, mais je ne vais pas vous détailler, d'une abondance moindre quand on est dans un paysage éclairé. Pour regarder ces choses sur les rythmes d'activité, à l'époque, je n'avais pas encore fait le premier article, mais j'avais quand même lu dans la littérature que récemment, pour cette espèce, l'enjeu se trouvait en première moitié de vie.
Donc, je me suis intéressée à cette première moitié, avec l'hypothèse que l'activité serait décalée plus en cœur de nuit en présence de pollution lumineuse. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir une émergence retardée. Si c'est pollué par la lumière, ça ne fait plus quand le soleil se couche, elles peuvent être un peu perdues. Que si elles doivent effectuer de plus longues distances à cause de cet effet barrière pour atteindre leur site de chasse, elles peuvent y arriver plus tard. Parfait. Qu'on peut avoir une désynchronisation avec le pic d'activité de la proie, et puis un budget temps incompressible pour chasser, c'est-à-dire si elles arrivent plus tard sur la zone de chasse, elles peuvent en repartir plus tard. Pour regarder ça, une solution, c'est de regarder l'heure du premier contact, mais c'est très tributaire d'événements extrêmes, d'erreurs d'identification. Moi, j'ai préféré m'intéresser à l'heure du contact médian, qui décrit un petit peu mieux ce qui se passe pendant cette première moitié de nuit, et moins tributaire justement des événements extrêmes. Donc, j'ai simplement repris les données Visikiro, plus de 500 nuits, non, environ 500 nuits, et j'ai mis en garde cette heure médiane d'activité avec les niveaux de lumière artificielle et naturelle. Et comme vous le savez tous, quand on a une natura, j'ai dû mettre plein d'autres métriques que je ne désirerai pas là, pour en parler. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en contexte moyen de notre jeu de données, qui est un contexte avec peu de pollution lumineuse, la couverture nuageuse avance l'activité, ce qui n'est pas surprenant, le fait qu'il y ait des nuages doit faire des environnements un peu plus sombres, elles sortent peut-être plus tôt. Malheureusement, on a bien un décalage de l'activité du fait de la pollution lumineuse en cœur de nuit. Et puis, on trouve le même effet, évidemment moins fort, avec la lumière de la Lune. Et ça, c'est déjà assez inquiétant, parce que ça montre que notre espèce, elle répond quand même à des faibles variations d'intensité comme celles que peut générer la lumière de la Lune. Et depuis tout à l'heure, je parle de contexte moyen de notre jeu de données, parce qu'on a mis ce qu'on appelle des interactions dans les modèles. Certains d'entre vous ne connaissent pas très bien. C'est juste regarder à quel point l'effet d'une métrique peut jouer sur une autre. Un exemple qui permet de mieux comprendre, c'est celui-là. C'est qu'on a trouvé que, sans surprise, l'effet de la lumière de la Lune était moins fort, voire disparaissait, quand on avait beaucoup de pollution lumineuse. Donc, quand un milieu est surpollué par la lumière, qu'on soit en pleine lune ou en nouvelle lune, ça ne change plus rien. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'était plutôt l'effet de cette interaction-là, qui montrait que plus la couverture nuageuse était importante, plus l'effet de la pollution lumineuse l'était aussi. Alors, je l'explique avec des images en principe. Comme j'ai dit, contexte moyen, contexte rural, pas très éclairé. Lumière de la Lune change un petit peu les conditions de lumière et décale un tout petit peu plus en cœur de nuit. Nuage, ça coupe cette lumière, ça décale un petit peu plus tôt. Contexte en ville, très éclairé, comme je disais, la Lune, les étoiles, ça joue plus beaucoup, voire plus du tout. Donc quand il y a des nuages, ça cache cette lumière-là, mais au final, elle jouait déjà plus. Mais surtout, et ça a été montré, la présence de nuages va augmenter le sky glow, tant en termes d'intensité que d'emprise spatiale. Et c'est ce qu'on pense observer là, puisque les nuages ont en fait un effet d'avancer l'activité quand on est en contexte plutôt pas pollué par la lumière, alors qu'ils la retardent quand on est en contexte très pollué. Et ça, c'est inquiétant aussi, puisque ça montre que même de faibles variations, des variations d'intensité pas si fortes que ça, peuvent impacter notre espèce. Donc, en conclusion de ça, c'est qu'elle peut être désynchronisée avec l'activité de ses proies, ce qui peut être réduire le budget temps qui est d'efficace pour chasser, puisqu'au final, elles vont plus être actives en tant que leur proie. Ça peut affecter leur fitness, leur tendance de population. Ça peut laisser présager finalement des effets encore plus forts pour les espèces de milieux fermés. En termes de mesures de conservation, ça rappelle que la meilleure lumière, c'est celle qu'on n'allume pas. Et ça, on en a déjà un petit peu touché, l'extinction partielle, c'est bien, mais par contre, pour une espèce comme ça, éteindre à 8% de la nuit, ça veut dire ne pas allumer. Et qu'il faut bien jouer quand même sur ces paramètres lumineux pour essayer de diminuer le sky glow. Alors, sur la ligne qui doit me rester, je vais vous faire la conclusion qui de toute façon est hyper rapide, qui est de dire que, en fait, ça rappelle qu'il faut prendre en compte le temps et l'espace dans la construction des mesures de conservation. Utiliser des données de sciences participatives, ça vient avec plein de défis méthodologiques, mais que ça permet quand même de changer d'échelle et d'avoir des résultats super intéressants, en tout cas, moi, ce que j'en ai conclu. Que maintenant, ça appelle à voir si les impacts qu'on a observés impactent vraiment les populations, puis voir ce qui se passe au niveau tropique inférieur. Que ça appelle aussi maintenant à penser les mesures de conservation à des échelles de paysage avec ces thématiques de trame noire, éclairée, obscure, comme on veut les appeler, avec tous les enjeux méthodologiques de mise en place sur un territoire, avec des humains qui y vivent. Et justement, c'est cet aspect-là que j'aime bien mettre à la fin, c'est qu'à un moment donné, ça demande aussi à rencontrer le monde réel. Nous, on est en sciences de la fin. Moi, je suis en sciences de la conservation, et du coup, ce qui m'intéresse, c'est les chauves-souris. Mais il y a plein d'autres acteurs qui gravitent autour de cette thématique. Il y a des astronomes qui, dès les années 70, ont été les premiers à dire « mais attention à la pollution lumineuse, nous, on ne voit plus les étoiles ». Et qui ont mis en place des labels pour valoriser les territoires qui préservent leur ciel étoilé.
La question cruciale du bien-être et de la sécurité, déjà parce que la pollution lumineuse joue sur notre santé aussi, ça augmenterait par exemple certains risques de cancer, mais aussi parce qu'elle nous procure un sentiment de sécurité, de sûreté. Alors je dis un sentiment parce qu'il n'y a pas de consensus dans la littérature sur le fait qu'éclairer, ça réduirait les méfaits. Par exemple, on n'est pas plus attaqué récemment dans une rue éclairée que pas éclairée. 80% des cambriolages en France, c'est en pleine journée. Mais malgré tout, même en le sachant, même moi, j'irai toujours dans la ruelle éclairée la nuit. La question de transition énergétique que j'ai déjà évoquée, d'aménagement du territoire avec la trame noire, et même des questions législatives, puisque depuis 2018, on a un arrêté qui essaye de réguler ça. Et donc, c'est super chouette parce que j'ai toujours l'occasion de travailler avec des consortiums de chercheurs de plein de disciplines sur cet objet un peu focal qu'est l'environnement nocturne et la pollution lumineuse. C'est des expériences super chouettes. Voilà, et donc la conclusion, très bateau, on vit avec les chauves-souris, elles vivent avec nous, et ce serait bien qu'on apprenne à mieux les préserver. Voilà. Merci Léa, je vais arrêter l'enregistrement. Donc je propose à